Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Vous publiez un livre, un recueil de témoignages, de récits aussi de vos rencontres avec les Français. Ça s'appelle Le temps d'apprendre à vivre. Et c'est sur notamment la bataille des retraites. Il y a beaucoup de points sur lesquels je voudrais vous interroger aujourd'hui, et notamment sur la difficulté des artisans, la difficulté de tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Mais je vois que vous êtes venu, alors d'abord avec beaucoup de fiches. Vous avez sacrément bossé dans ce studio. Et moi aussi, c'est vrai. Mais vous avez apporté aussi des médicaments. Alors j'espère que c'est pas parce que je vous donne mal à la tête, mais vous avez apporté notamment du Doliprane. Oui, parce que c'est quand même, on est en France en 2022 et on a le ministère de la Santé qui recommande aux médecins de donner moins de Doliprane, de dire qu'à la place que ça soit 1 tous les 6 heures, désormais ça doit être 1 tous les 8 heures et absolument en cas de grand besoin parce qu'il y a une pénurie en cours. Et alors ça, c'est sans doute encore plus grave, c'est sur l'amoxicilline, vous savez. Vous en avez, vous, de l'amoxicilline? Oui, j'ai pris des antibiotiques il y a pas longtemps parce que j'avais un problème de respiration et donc on m'a prescrit de l'amoxicilline, c'est sur prescription. Mais là, on sait maintenant qu'il va y avoir une pénurie sur un médicament qui est notamment nécessaire. L'antibiotique, pour les enfants. Donc déjà, on a un manque de pédiatres, mais on a un manque de médicaments pour les enfants. Pourquoi je raconte ça aujourd'hui? Parce qu'il y a 2 ans, au cœur de la crise Covid, Emmanuel Macron nous disait déléguer notre protection à d'autres est une folie. Et suite à ça, on avait déjà eu dans le cœur de la crise Covid, on manquait tout de blouses, on manquait de masques, mais on manquait en particulier de médicaments. Les sédatifs manquaient, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas de médoc pour juste leur fin de vie, qu'elle se passe sans douleur, c'est ça qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, quand on interrogeait Agnès Pannier-Runacher à l'époque, qui était ministre de l'Industrie, elle disait on peut faire confiance à Sanofi. Il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été donnés à Sanofi pour recréer une industrie du médicament. On nous disait pour faire croître très rapidement la production de médicaments en France. La réalité, c'est qu'on est toujours aujourd'hui dans une situation de grande dépendance parce qu'on a laissé nos molécules partir à 80% en Inde et en Chine. Il y a un décalage, vous dites, entre les annonces qui ont été faites à ce moment-là, le côté on va retrouver une souveraineté, y compris sur des questions de médicaments, et la réalité, rien n'a été fait. Ça prend du temps, j'imagine. On a donné des centaines de millions d'euros. D'une part, moi, je ne fais pas confiance à Sanofi. Je fais confiance à Sanofi pour faire des profits. Je vais faire confiance à Sanofi pour augmenter ses dividendes auprès des actionnaires et vous augmenter de 16% cette année. En revanche, je ne fais pas confiance à Sanofi si jamais l'État lui dit pas on veut ça. Et puis, je pense qu'on doit se poser la question aujourd'hui de réindustrialiser le pays de manière primordiale sur le médicament. Ça fait 2 ans qu'on nous le promet, ça fait 2 ans que c'est pas fait. Donc c'est pour ça que je viens avec ça, parce que là, c'est pas un produit ordinaire. On doit cibler, pour moi je dis aliments, vêtements, médicaments, sur quoi on veut redevenir. Aliments, vêtements, médicaments, c'est ça l'essentiel. En tout cas, je pense qu'on doit avoir une base. On pourrait rajouter logement, on va y revenir dans Voilà, mais on doit avoir une base productive minimale sur ça. Pourquoi le vêtement? Parce qu'on peut se dire, bon, finalement, si nos costumes ils sont fabriqués en Chine, on peut accepter qu'il y en ait une partie qui soit fabriquée en Chine, mais on doit être capable de produire des surblouses, on doit être capable de produire des masques, on doit être capable d'avoir une base industrielle minimum. Ça se fait pas par la main invisible du marché. La main invisible du marché, elle ne relocalise pas naturellement, alors que c'est beaucoup moins cher là-bas, alors que les normes environnementales sont beaucoup moins chères là-bas. Donc il faut une volonté. Il faut pas laisser faire le marché. Il faut une volonté politique qui pas seulement donne des centaines de millions d'euros aux grandes entreprises, mais qui aussi. Mais est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt, par exemple, sur la question, beaucoup de ces entreprises disent que le problème c'est le coût de la matière, mais aussi le coût de la fabrication et notamment le coût du travail. Est-ce que quand ils font fabriquer en Chine pour le Doliprane notamment, c'est effectivement beaucoup moins cher parce que la main d'œuvre est beaucoup moins chère là-bas. Est-ce que vous vous dites, tiens, allez, on va les payer mieux et l'État va prendre à sa charge? Ça fait 40 ans qu'on raisonne de cette manière-là. Et ça fait 40 ans qu'en se mettant dans l'obsession de la compétitivité, d'une part, ça ne marche pas parce que notre déficit commercial, il n'a jamais été aussi important sur les médicaments, mais sur l'électronique, sur à peu près tout. Et d'autre part, on demande juste aux travailleurs d'être moins payés. Alors que, vous savez, c'était ici que j'étais venu poser le premier la question de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et c'était même avant la guerre en Ukraine. D'ailleurs, il y a un papier du FMI qui sort là et qui dit bien qu'il n'y a pas de boucle inflation-salaire, qu'on peut augmenter les salaires dans ce pays. Je m'en souviens parfaitement, vous étiez venu à ce même micro, c'était avant l'été, vous demandiez, bien avant l'été, et vous demandiez effectivement à ce que les salaires soient indexés sur les prix. Jusqu'alors, le gouvernement a dit pas possible parce que ça créerait une sorte de bulle inflationniste. C'est pour ça d'ailleurs que dans les années 80, le gouvernement socialiste à l'époque avait renoncé à ce système d'indexation. Et vous avez raison, le FMI au niveau mondial dit que non, que l'indexation des deux n'entraînerait pas automatiquement en tout cas, que dans l'histoire, ça s'est pas vérifié qu'il y avait des boucles inflationnelles. Enfin, pour revenir à notre question,
Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des quotas d'importation, c'est des taxes aux frontières, c'est des barrières douanières, si on veut reproduire une industrie de médicaments et une volonté politique derrière. En fait, vous êtes pour une forme de protectionnisme. Ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Vous savez, je suis en première ligne en Picardie à Amiens pour avoir vu à peu près tout partir, y compris les chips. Donc, vous l'aviez dit d'ailleurs dans votre film. C'est un enseignement quand même par les faits de voir que ça produit. Mais regardez ce qu'on a fait sur le masque. Le masque qui était le symbole de toute la pandémie. Sur le masque, la vérité est qu'Emmanuel Macron a une volonté politique. Il a donné des centaines de millions d'euros pour qu'il y ait des usines qui se créent en France. Donc ça c'est bien, ça c'est la bonne partie du... Je dis très bien, il y a eu une volonté industrielle. Maintenant je suis allé visiter les usines de masques et les gars me disaient quoi? Aujourd'hui on est là, on l'a fait tourner pour vous, mais d'habitude la machine qui est toute neuve, avec que des produits, la barrette en fer était fabriquée en France, le tissu venait de France, tout venait de France, mais il dit voilà, on produit pas. Mais pourquoi vous produisez pas? C'était quoi? C'était un village Potem qui l'ont fait tourner pour vous? Ils l'ont fait tourner pour la visite du député, mais ils ont fait la même chose pour la visite du ministre, pour la visite du préfet, parce que tout le monde était venu. Et si vous veniez en surprise, vous trouveriez quoi? Une usine à l'arrêt? C'est ce qu'il me disait, ça serait une usine à l'arrêt, mais c'est ce que me disait le patron. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de demande. Mais pourquoi il n'y a plus de demande? Parce que parce que le Covid est terminé quand même. Non, ça c'était dans la crise Covid que j'ai visité ces usines-là. Là, elles ferment les unes après les autres. C'est pas lié à la crise Covid, c'est lié au fait que 99,9% de nos masques sont importés. Donc si jamais vous n'avez pas une politique industrielle en liaison avec une politique commerciale. Si nos masques sont beaucoup plus chers, vous-même, entre deux produits, vous n'allez pas forcément acheter le produit plus cher uniquement pour faire plaisir aux ouvriers du coin. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ce choix-là entre les mains du consommateur. Ce n'est pas au consommateur de choisir. C'est pas le consommateur avec son caddie qui choisit. C'est une volonté. Donc vous allez lui imposer des produits plus chers? Non, j'impose que, en effet, il y ait des normes commerciales qui fassent qu'on ne mette pas, si on veut une industrie du masque en France, qu'on ne mette pas ça en concurrence avec un masque qui est produit par des ouvriers qui sont sous-payés à l'autre bout du monde. Donc on interdit l'importation de masques étrangers. On limite. Ça s'appelle des quotas d'importation. Vous savez, les outils dont je parle, ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies, et sans que ça crée l'Union soviétique. Vous voyez, au contraire, ça a permis d'avoir un régime industriel régulé. Et qu'on n'est pas, parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi? Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Les travailleurs, ils sont perdants parce qu'ils ont une pression constante sur la diminution de leur salaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? On demande aux ouvriers de chez moi, de Dunlop, on leur dit, regarde, le pneumatique qui est produit à l'Est, il est beaucoup moins cher. On leur demande de regarder à l'Est et vers le bas. Pendant que le patron de Total, lui, il regarde à l'Ouest, il regarde le patron d'Exxon aux USA et vers le haut. Et ça crée une dissension comme ça. Eh bien, il faut qu'on en finisse, il faut qu'on euphémise, qu'on protège, qu'on entoure notre industrie. Finalement, vous tenez à peu près le même discours que Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, ici même, il y a 10 jours, disait qu'il était en concurrence avec les États-Unis, qu'il trouvait que les États-Unis, justement, eux, avaient décidé de faire au fond ce que vous dites de faire, c'est-à-dire de protéger vis-à-vis de la concurrence, de mettre une forme de patriotisme économique. C'est America First. Et Bruno Le Maire disait, on va le faire au niveau européen, mais la concurrence est rude. Il faut mettre des milliards sur la table pour encourager les entreprises à revenir en France. D'une part, ça fait 40 ans que les États-Unis disent America First. Je veux dire, on est les dindons de la farce en ayant des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne qui sont inférieures à 2%, pendant que la Chine, en effet, se protège, que les États-Unis se protègent. Et donc, si on veut une industrie, c'est pas en donnant des milliards. Ça fait maintenant, on est à 160 milliards d'euros par an. En fait, vous voulez inverser la logique avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit, je veux donner des milliards aux entreprises pour qu'elles s'installent chez nous. Vous dit, je veux simplement leur interdire simplement de partir. Il faut protéger aujourd'hui. C'est pas en donnant. On est déjà à 160 milliards d'euros par an donnés aux entreprises dans notre pays. Donc on a en fait une économie qui est sous perfusion, mais tout est sous perfusion. Pour l'énergie, pour à peu près tout, on est sous perfusion. Pourquoi? Parce qu'on se met dans une exigence de compétitivité qui est impossible avec des pays où la main-d'œuvre est moins chère, où les normes fiscales sont pas les mêmes, où les normes environnementales sont pas les mêmes. Donc si on veut rétablir une concurrence vraiment pas faussée, eh ben qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. Alors quand on prend l'exemple, on va revenir à votre boîte de Doliprane. Pardon, mais vous venez avec votre boîte de Doliprane et vous dites Sanofi, je leur fais confiance pour faire des profits, c'est une très belle formule. Et de fait, ils font des très beaux profits. Mais quand vous regardez la production, 40% de la production de Sanofi, officiellement en tout cas, est sur le territoire français et 80% de cette production-là va à l'export. Ça veut dire que pour le coup, Sanofi exporte. Non. Et le souci n'est pas là. Le souci avec Sanofi, c'est que par exemple, ils vont fermer un 16e centre de recherche cette année. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une industrie du médicament. Le souci est là un peu quand même. Hein. Pourquoi vous dites le souci n'est pas là? Le souci est là. Non, le souci n'est pas. Est-ce qu'ils exportent? Vous regardez Total. Comment ça se fait que Sanofi ne paye pas d'impôts en France alors?
Non mais là vous changez de sujet. Non, Moi, je veux bien. ça. Mais votre sujet au départ c'était on fait plus de médicaments en France. 40% de Sanofi produit en France. Et du coup quand je vous le dis, vous me dites c'est pas le sujet. Non, ça c'est pas produit. Ils ne produisent pas les médicaments dont les gens ont besoin, dont on décide collectivement qu'on a besoin de ces médicaments-là. C'est pas du tout. Il y a des usines de Doliprane à Lisieux, à Compiègne. Mais ça marche pas. Vous voyez, comment ça se fait qu'on n'est pas en autonomie? Je veux dire, je viens avec un sujet tout bête, Madame Apolline de Malherbe. Et je suis convaincu que chacun y est sensible parce que tout le monde dans sa boîte à pharmacie voudrait avoir du Doliprane et si demain on lui dit il y en a vraiment plus, c'est vrai qu'évidemment que tout le monde est touché par ça. C'est le médicament le plus basique. Ça fait 2 ans que le gouvernement nous a dit oui, on va redevenir autonome sur le médicament. Je ne dis pas que votre sujet est faux. Je dis simplement comment on fait, en effet, pour inverser la tendance. Vous dites, en fait, on va créer des lignes Maginot. Moi, il y a la nécessité de lignes Maginot. Vous savez, ça va pas parce que moi, je considère que la frontière, c'est quelque chose de poreux et de perméable, et c'est pas un mur. Mais en revanche, c'est un endroit où on trie, où on choisit, où on modère ce qui peut être de la compétitivité internationale. Donc, poser la question en termes d'autarcie ou de libre-échange total me paraît complètement injuste. En revanche, que ce soit un espace poreux où on pose nos règles. Voilà nos règles au niveau européen, mais aussi voilà nos règles au niveau français. Ça me semble tout à fait faisable. Sur le médicament, oui, je le redis, il faut une volonté politique qui décide que de paracétamol, on ne doit pas être dépendant de l'autre bout du monde. Alors pour il y a un point, François Ruffin, qu'on ne peut pas délocaliser, c'est notre artisanat. Et je voudrais vous interroger à propos de ce cri du cœur ce matin sur RMC, un boulanger à Nice. Il y avait aussi un boucher, il y avait une femme qui travaille dans une menuiserie. Les bouchers vont manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est la première fois depuis 20 ans qu'ils manifestent parce qu'ils disent tout simplement que c'est la fin de l'artisanat, qu'en janvier, c'est-à-dire au moment où il va y avoir la plupart des changements de contrats d'électricité, ce sera la fin de l'artisanat. Le boulanger à Nice, Frédéric Roy, il a sa facture d'électricité mensuelle qui passe de 1 000 à 4 000 euros par mois. Et il a vu avec Bercy que sur ces 3 000 euros d'augmentation, il allait toucher une aide de 320 euros. 320 euros sur les 3 000 euros. Comment il fait pour ne pas augmenter le pain ou alors comment il fait pour tout simplement ne pas mettre la clé sous la porte? On fait quoi? C'est intéressant parce que quand j'étais venu la première fois parler d'indexation des salaires, c'était déjà sur une augmentation du prix du pain antérieure à la guerre en Ukraine. On a 2 crises sur l'énergie. On a une crise qui est liée à la guerre en Russie, c'est la crise du gaz. Mais en fait, on a une deuxième crise qui est la crise de l'électricité, qui là est une crise produite par l'Union européenne, qui a décidé d'une part de faire que le prix de l'électricité comme le prix du gaz seront sur les marchés et seront pas régulés, et d'autre part qu'on va lier le prix de l'électricité au prix du gaz. Aujourd'hui, il faut en finir avec cette folie. Le marché, là encore, ne marche pas sur le prix de l'électricité. C'est pas normal qu'on ait une multiplication par 4 des tarifs de quelque chose qu'on produit quand même assez largement en France. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le Rassemblement national, c'est un de leurs combats d'ailleurs. Vous savez, moi, je dis toujours, Marine Le Pen, elle va aux toilettes. Moi, je vais aux toilettes aussi. C'est pas parce qu'elle y va que je cesse d'y aller. Et donc, je pense que je suis quand je demande de la régulation, qu'on dit qu'il ne faut pas que ça soit le marché qui domine, vous savez, en fait, il y a un front extrêmement large là-dessus. Parce que là, vous me parlez des artisans et je les entends dans ma circonscription aussi et j'entends leurs galères et leurs inquiétudes. Mais la semaine dernière, c'était les maires qui étaient au congrès des maires et que j'entendais qui disaient bon cette année, qu'est-ce que je choisis? De fermer ma piscine, de pas construire un local pour France Service dans mon village. C'est des arbitrages qui sont en effet des dilemmes terribles. Voilà. Là, la question, quand j'en reviens au prix du pain, si sa facture d'électricité passe de 1 000 à 4 000 euros, pour autant, il va pas faire augmenter sa baguette, il va pas vendre sa baguette à 4 euros. On a la solution qui se pratique maintenant depuis des années et en vérité depuis des décennies, qui est de encore faire des subventions. Vous voyez, c'est ce que fait là. Il y a des subventions, vous savez, la prime d'activité, c'est une subvention pour les bas salaires. La subvention, là, on a des subventions à l'énergie, on a des subventions pour tout maintenant. Soit on se dit, là, ce qu'il faut faire, c'est à nouveau réglementer ce marché-là, qui est pas... C'est pas comme le pétrole, c'est pas comme le gaz, on ne l'importe pas massivement. Et donc, on réglemente ce marché-là, on fait que ça soit renégocié. Un bouclier, en fait, au fond, un bouclier. Mais un bouclier, ça veut dire... C'est une autre forme de subvention. Quand on dit bouclier tarifaire, ça veut juste dire que c'est l'État qui paye la différence. Donc ça veut dire que c'est vous, c'est moi, c'est nos auditeurs qui donnent des dizaines de milliards d'euros. Et là, vous voulez demander quoi aux entreprises? Moi, je dis aujourd'hui... Ce marché-là, il doit être régulé. On doit avoir un tarif fixé qui doit pouvoir évoluer. À la fin, si EDF réglemente ses tarifs, c'est quand même l'État qui paye. Ça se situe à un autre niveau. C'est quand même la France qui remettra la main au pot. L'État ne paye pas parce que là, si jamais on décide que le tarif de l'électricité... Aujourd'hui, le coût de l'électricité, il n'augmente pas.
On a un marché simplement qui fait augmenter le prix de l'électricité. Mais le coût de production, il n'augmente pas considérablement. Il n'augmente pas dans des proportions d'une multiplication de 1 à 4. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sortir. Vous savez, mais il y a plein de marchés. Le marché ne marche plus. On a cette obsession de la concurrence et du marché, mais ne marche plus sur le médicament. Le marché ne marche plus sur l'énergie, mais ne marche plus sur le marché du travail. Quand vous voyez on fait une rentrée avec des pénuries dans les autocars... Et en même temps, le chômage n'a jamais été aussi faible en France. Non. Depuis des années. Vous savez la différence. Alors, est-ce qu'on veut que les gens aient du vrai travail, ou est-ce qu'on veut que les gens aient des bouts de boulot? Mais c'est pas quand même mieux que rien d'avoir un peu de boulot? Non, moi, je veux bien que ça soit mieux que rien. On peut fonctionner avec du mieux que rien. Moi, ce que je veux, c'est que les Français puissent vivre de leur travail. Vous voyez, que le travail, ça soit quelque chose de structurant dans leur existence, que ça soit du plein temps, que ça soit pas des bouts de boulot avec des contrats d'auto-entrepreneurs, et c'est ce qui a bondi pendant les années Macron. Je veux que les gens puissent vivre décemment de leur travail. Donc, c'est-à-dire que ça structure un bout de leur existence. Il y a la famille qui est importante, il y a le club de foot qui peut être important, mais que le travail structure un bon bout de leur existence, que ça soit pas des petits bouts à la Uber dans tous les sens. Ça, c'est une chose. Et qu'ils puissent vivre décemment de leur retraite. Je voudrais y venir quand même, François Ruffin, parce que ça, c'est un des points. Bah oui, vous avez écrit un bouquin sur la retraite, ça s'appelle Le temps d'apprendre à vivre, la bataille des retraites. Et la retraite, elle arrive à l'Assemblée d'ici 15 jours. Elle devrait être présentée par Elisabeth Borne, cette réforme, dès le 15 décembre face à vous, les députés, avec en ligne de mire une augmentation de l'âge de départ à la retraite, sans doute jusqu'à 65 ans. Ce sera votre combat? Je pense que c'est un combat central. Vous savez, moi, je repars de ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la crise Covid. Il avait dit, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur celles et ceux que nos économies méprisent. Ouais. Reconnaissent si mal. Eh bien, aujourd'hui, c'est la double peine. Parce que non seulement on les a pas reconnus, a posteriori, non seulement là, ils voient leur pouvoir d'achat être rogné par l'inflation, mais en plus, c'est eux qui vont payer le prix de cette réforme de manière centrale. C'est les travailleurs du bâtiment, c'est les auxiliaires de vie sociale, ce sont un tas de métiers où quand on arrive à 55 ans, on a des problèmes au poignet. Mais le gouvernement dit, nous allons tenir compte de la pénibilité. Non. D'abord, aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui a 60 ans ne travaille plus. C'est un Français sur quatre qui n'est ni en retraite, ni en emploi. Pourquoi? Parce que déjà, en allongeant de 2 ans l'âge de la retraite, vous savez, on est passé de 60 ans à 62 ans, ça produit quoi? Ça produit plus qu'un doublement du nombre de seniors au RSA. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à avoir leur retraite directement, donc du coup, ils ont de des aides en attendant. Voilà, ils ont des aides en attendant. Et on remplace une retraite, une pension méritée par des allocations. C'est pas normal. Donc vous faites quoi? Moi, vous changez rien? Retraite à partir de 60 ans et avec 40 annuités. Mais regardez, je vous redis la grande injustice. 60 ans, 40 annuités. Oui, 60 ans, 40 annuités. C'est dans le programme de la France Insoumise. Mais bon, si vous avez commencé à bosser à 25 ans, vous partirez à 65 ans. Eh bien, en effet, ça sera plus tard. Il y a des possibilités de départ avant, avec des décotes et ainsi de suite. Mais en tout cas, regardez, un ouvrier, son espérance de vie en bonne santé, c'est 59 ans. Ça veut dire qu'il a quasiment la garantie de ne pas avoir de retraite en bonne santé. En bonne santé. Je veux dire, le système est déjà injuste. Et ce que proposent Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est de le rendre encore plus injuste. Et quand vous me parlez de pénibilité, excusez-moi, mais vous savez qui a supprimé, qui nous disait qu'il fallait pas prononcer le mot pénibilité? Emmanuel Macron. Qui? Enfin, aujourd'hui, ils le disent. Hein. Ouais, non, aujourd'hui, vous pouvez pas leur faire ce procès-là. Je vais faire un procès très clair, puisque je veux dire, qui a supprimé 4 critères de pénibilité? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a décidé que quand on portait des charges lourdes, c'était pas pénible. Qui a décidé que là, c'est du temps où il était ministre, hein, déjà. Et ensuite pendant son premier. Que quand on respirait des agents chimiques, c'était pas de la pénibilité. Que quand on était dans des postures pénibles toute la journée, c'était pas de la pénibilité. Que quand on avait des vibrations, c'était pas de la pénibilité. Et moi, j'ai lu un bouquin ce week-end, j'étais stupéfait. Le sentiment de pénibilité, la pénibilité a plus que doublé, et en particulier, elle a bondi de 47% chez les Vous dites d'Emmanuel Macron, François Ruffin, dans votre livre, pourquoi s'acharne-t-il sur les retraites? Je vous repose la question, pourquoi s'acharne-t-il sur les retraites à vos yeux? Je pense que c'est parce qu'il veut être le maître des horloges, mais je veux dire autre chose. Je veux dire quelque chose de grave. Vous savez, je vais essayer d'être dans un ton solennel qui ne m'aide pas toujours, mais moi je suis soucieux de l'unité de la nation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une crise démocratique grave. On a eu 2 années de crise Covid, avec des gens qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui sont exténués, les esprits échauffés. On a derrière une guerre en Ukraine qui fait monter les prix, qui pose de l'inquiétude. On se demande si on va pouvoir payer ses factures. On a des élections ce printemps avec un président qui est élu, excusez-moi, mais sans enthousiasme, sans élan. On a derrière une majorité de raccros à l'Assemblée nationale qui bidouille comme elle peut pour faire passer ses textes.
On a aujourd'hui 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme de retraite et c'est encore plus élevé dans les classes populaires. Et on va décider, dans ce temps-là, de mettre en place une mesure contre le peuple, sans le peuple. Je pense que c'est très dangereux. Vous vous sentez à l'aise dans la France Insoumise, dans le groupe La France franchement, Insoumise non, mais parfois je suis un peu surprise, c'est-à-dire que quand il y a eu la journée, par exemple, de la France Insoumise à la niche, pourquoi vous n'avez pas vous présenté un texte? Parce que vous savez, dites que c'est ça les priorités. On est 75 députés, donc chacun a son temps. Moi, je me sens parfaitement à l'aise pour mener la bataille des retraites et je ne changerai pas de sujet pour mener la bataille des retraites avec mon groupe La France Insoumise, avec tous les partis de gauche, parce que je pense que dans cette manière de faire, de mener cette réforme des retraites, qui est en vérité une contre-réforme. Vous savez, réforme devrait être un mot positif, qui devrait être un mot qui apporte du progrès, qui là va en vérité apporter à nouveau de la régression. Donc pour vous, contre-réforme au sens conservateur. Voilà, mais là, pour nous, c'est un souci social, c'est un souci démocratique et c'est même un souci écologique. Est-ce qu'on doit être enfermé jusqu'à la fin de sa vie dans, comme le hamster dans sa cage, vous savez, dans le produire plus, travailler plus, consommer plus, et en fait là consommer moins. Parce et vous parlez dans votre livre justement de choisir entre les liens et les biens, c'est-à-dire opposer aussi la question des liens sociaux et la question du rapport à la consommation. Quel est le progrès aujourd'hui dans notre pays? François Ruffin, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez. Vous êtes député de la France Insoumise de la Somme, on l'a bien compris pour vous. La retraite, les retraites, c'est là-dessus que vous concentrerez aussi votre bataille.